webinaire vous est proposé par notre organisme de formation Concept Sécurité Formation et animé par notre expert Guillaume de Bortoli et son cabinet de conseil Anima Consulting. Nous allons aborder lors de ce webinaire l'accueil sécurité en entreprise en commençant par ses objectifs et je laisse donc la parole à notre ami Guillaume. De la santé au travail, la santé physique et mentale des collaborateurs, mais les salariés également sont responsables de leur propre santé et de celle de leurs collègues en fonction des instructions que vous leur aurez transmises, bien évidemment. Ensuite, deuxième grand objectif, c'est de la diminution des accidents de travail et des maladies professionnelles au sein de votre structure. Ça va de soi. Donc, plus tôt on anticipe, plus tôt on prévient et plus facilement, on arrivera beaucoup plus facilement à participer, à contribuer plutôt à la diminution de ces AT et des dégâts matériels, parce qu'on parle souvent des dommages corporels, ce qui est non négligeable, mais les dégâts matériels également. Et puis, en troisième objectif, c'est effectivement répondre à cette obligation juridique, parce que c'est une obligation législative, cette formation, et qui répond aussi d'une pierre deux coups à votre obligation de moyens renforcés en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels. Donc, le petit rappel de l'obligation de l'employeur concernant cette formation et cette information à la sécurité, l'article L41-41- du Code du travail. L'employeur donc, est censé organiser et dispenser donc, une information des travailleurs concernant les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Il organise et dispense également une information des travailleurs lorsque les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l'environnement, les produits ou procédés de fabrication utilisés, ou même leur mise en œuvre par l'établissement, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'alerte, le droit d'alerte à la santé publique. Ça, c'est dans le cas où vos structures, votre entreprise générerait des nuisances, des polluants. Et là, donc, c'est un devoir pour l'employeur d'informer les travailleurs sur ces risques-là. Vraiment pour des entreprises, pour des établissements spécifiques, classés Céveso2, 3, ICPE, classés pour la protection de l'environnement. Autre petit article du Code du travail, et on ne vous prendra pas plus la tête que ça avec le Code du travail, mais bon, tout est basé, c'est sur la base du Code du travail bien sûr, mais c'est aussi une question de bon sens, cette formation, voir comme ça. Donc, l'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie bien évidemment selon donc, la taille de votre établissement, selon les risques particuliers. On est d'accord que dans certaines activités, les risques sont plus ou moins élevés et les dangers sont plus ou moins dangereux. Et le caractère donc, des risques qui sont constatés et le type d'emploi des travailleurs. Des travailleurs ils vont travailler de nuit, par exemple, des travailleurs exposés au CMR, aux produits cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, toxiques pour la reproduction, entre autres. Alors, cette formation, elle est censée être réalisée dans plusieurs cas de figure, mais le premier cas de figure, bien évidemment, ce qui est logique, c'est lors de l'intégration des futurs collaborateurs, donc à l'embauche. Ensuite, elle est censée être réalisée lors de tout changement. Changement de poste, changement d'activité, changement, une nouvelle tâche qui s'intègre dans l'activité du collaborateur. Donc là, logiquement, cette formation est censée être revue, notamment la partie exécution du travail. Pour les travaux temporaires sans caractère d'urgence, à la demande du médecin également du travail, lorsqu'il y a un arrêt, peu importe la cause du collaborateur, donc d'au moins 21 jours ou plus, et en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, donc suite à un accident de travail ou maladie professionnelle, à caractère grave ou répété. Alors, l'objet principal de cette formation à la sécurité, de manière générale, c'est donc bien instruire les collaborateurs comme on l'a stipulé, mais c'est également donc de les instruire, mais concernant donc d'une part les conditions de circulation dans l'entreprise, et je vais un petit peu détailler, les conditions d'exécution du travail,
et à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les trois grands axes de cette formation à la sécurité. Alors, petit détail, le troisième point qui est cité, ce troisième point, il peut être réalisé dans le mois qui suit l'affectation du collaborateur. Par contre, les deux autres premiers points doivent être réalisés au moment de l'intégration. Il est préférable que ce soit vraiment au moment de l'intégration, même en amont, hein, lors de l'entretien d'embauche. Alors, le contenu qui provient donc du Code du travail, qui détaille un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut intégrer dans ce contenu? Les modalités d'accès au document unique. Par exemple, on sait que le document unique d'évaluation des risques donc, est accessible à tous les salariés, à tous les collaborateurs. Il doit être lisible aussi par tous. Et d'une pierre deux coups, bien évidemment, on instruit, on sensibilise les collaborateurs aux mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques. Donc, tout ce qui a été, toutes les situations dangereuses qui ont été identifiées, évaluées, les mesures de prévention que vous avez déjà mis en place et ce que vous comptez mettre en place, les mesures qui sont engagées. Préciser également le rôle du service de santé au travail, c'est-à-dire l'équipe pluridisciplinaire, hein, le médecin du travail, ses missions, l'infirmier ou l'infirmière du travail, le psychologue du travail, l'ergonome, etc. Donc, expliquer un peu le rôle du service de santé au travail. Et le cas échéant, des représentants du personnel, donc les membres du CSE notamment, du comité social économique pour le secteur privé, ou les commissions de santé et sécurité des conditions de travail si votre entreprise a plus de 300 salariés, ou si moins de 300 salariés, vous êtes une installation classée, ou alors si l'inspecteur du travail l'a décidé au vu des risques encourus dans vos structures. Et pour la fonction publique, hein, s'il y a des collectivités aujourd'hui, ce sont toujours des CHSCT, même si aux prochaines élections, il y aura le même fonctionnement, c'est-à-dire la fusion des deux instances. Le cas échéant, donc les dispositions contenues dans le règlement intérieur, donc les points 1 et 2 qui sont prévus donc, pour le règlement intérieur, c'est-à-dire d'une part le respect, donc le rappel de l'article qui dit que tout salarié est responsable de sa santé et de celle de ses collègues en fonction des instructions et du matériel et des procédures de travail transmises, et également l'implication lorsqu'il y a un accident ou des conséquences graves et impliquer les conditions d'implication plutôt des salariés dans la recherche de solutions pour améliorer les conditions de travail. Et en cinquième point, les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées, ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures. Alors, moi, je tiens à préciser que il est intéressant aussi de le faire pour la partie secourisme. C'est-à-dire que pour la partie incendie, il est plus que judicieux de transmettre les personnes formées aux futurs collaborateurs, c'est-à-dire les guide-fils, serre-fils, les équipiers de première intervention dans l'entreprise qui ont été formés. Mais pour le secourisme, c'est intéressant aussi d'avoir la liste des sauveteurs secouristes au travail, ceux qui ont été formés PSC1, qui ont des bases en secourisme. Action particulière, donc ce sont les points que le Code du travail indique comme points incontournables. Alors là, il faut vraiment mettre un peu plus de lumière sur ces points-là, surtout quand les collaborateurs vont être amenés à utiliser des machines, portatives ou non, lorsqu'ils vont être amenés à manipuler ou utiliser des produits chimiques, lors d'opérations de manutention. On sait que la manutention manuelle, c'est quand même plus de la moitié des accidents de travail en France. Les travaux d'entretien des matériels et installation de l'établissement. Conduite de véhicules, bien sûr, d'appareils d'élevage ou d'engins de toute nature. Les travaux mettant en contact avec des animaux dangereux. Les opérations portant sur le montage, démontage ou la transformation des échafaudages, une formation qui est obligatoire. Elle peut être réalisée ou non par un organisme extérieur ou elle peut être organisée en interne si le personnel est compétent, et l'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de corde, le travail avec corde, donc en hauteur bien sûr.
Autre point concernant les actions particulières de cette formation à la sécurité, concernant les installations classées. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous sont concernés, à savoir que l'employeur donc, définit et met en œuvre une formation au risque des chefs d'entreprise extérieure. C'est-à-dire que lorsque l'installation est classée, là, il y a une obligation pour l'entreprise utilisatrice de s'assurer que l'entreprise, que le chef des entreprises extérieures et leurs collaborateurs sont également formés aux risques inhérents à votre activité. Alors, de toute façon, on le retrouve dans les plans de prévention, mais là, on met vraiment en gras. Il n'y a vraiment pas de loupé à ce sujet-là. Et autre action particulière que le Code du travail précise, ce sont concernant les établissements recevant du public. Donc, vous pouvez être amené, vous êtes en secteur privé, mais vous accueillez du public dans vos locaux. À partir du moment où c'est supérieur à 200 personnes, donc une capacité d'accueil supérieure à 200 personnes, l'employeur met en œuvre une formation donc, à l'accueil. Ça va de soi, donc la formation est censée être comment dire, adaptée aux collaborateurs. Donc, par le biais donc, de formation initiale, d'en prendre en compte plutôt la formation initiale, prendre en compte leur expérience professionnelle, prendre en compte leur qualification. On ne formera pas de la même manière, le contenu ne sera pas identique, admettons, pour un encadrant de proximité et l'opérateur de terrain, par exemple, et prendre en compte aussi effectivement la langue parlée ou lue du futur collaborateur. Les acteurs qui peuvent être associés à cette formation à la sécurité, alors plusieurs acteurs, certains qui sont cités notamment par le Code du travail, le service de santé au travail, le médecin du travail et toute son équipe pluridisciplinaire. Les CARSAT, pour les régions et CRAMIF pour l'Île-de-France, la seule caisse régionale d'assurance maladie qui existe encore, c'est celle d'Île-de-France. Celles qui ont été régionalisées sont des CARSAT, caisses d'assurance retraite de santé au travail. Je pense que vous les connaissez. Les organismes professionnels de santé et sécurité au travail, comme Concept Sécurité Formation, par exemple, Anima Consulting. Alors moi, je suis prestataire d'organismes de formation, je ne suis pas un organisme à part entière. Et les membres du CSE aussi, bien sûr, les instances représentatives du personnel, ou des CSSCT ou des CHSCT dans la fonction publique, les ressources humaines qui doivent être impliquées et les chefs de service, bien évidemment. Ce sont les premiers à se rendre compte de ce qui se passe réellement sur le terrain et concernant les probables dysfonctionnements ou les risques d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. C'est moi qui le propose dans les formations que l'on dispense, que je dispense ou que Concept de sécurité formation peut être amené à dispenser. Je précise souvent au personnel que je forme d'intégrer dans ces formations à la sécurité des notions qui pour moi sont importantes parce qu'on se rend compte que les salariés ne sont pas toujours au courant ou ne connaissent pas bien les définitions et on se retrouve avec des situations qui pourraient être évitées. Je prends l'exemple du danger grave et imminent. Le danger grave et imminent, c'est très clair. Il y a une définition, elle est cadrée par la Direction générale du travail et on se retrouve avec des personnes qui se retirent de leur poste, leur droit de retrait, et pour tout et n'importe quoi. Donc, pour éviter ce genre de situation, c'est bien de briefer les futurs collaborateurs sur qu'est-ce que le danger grave et imminent, quelle est la procédure à respecter, etc. Autre point important à connaître, le rappel de l'obligation de l'employeur, mais également leur obligation. C'est-à-dire que vous allez travailler pour nous, nous on s'engage à vous écouter, on s'engage à vous donner le matériel nécessaire, les équipements de protection nécessaires, l'environnement de travail nécessaire, en tout cas le plus adéquat possible, mais vous aussi vous avez une responsabilité. Voilà. Définition de la responsabilité civile, pénale, etc. Les 9 principes généraux de prévention, je pense que tout le monde devrait connaître ces 9 principes-là. Donc, c'est la réflexion qu'on doit avoir. On fait en sorte que tout le monde devienne acteur de la prévention, peu importe son niveau hiérarchique dans l'entreprise. Et puis des définitions, par exemple des définitions comme les définitions de l'accidentologie, l'accident de travail, qu'est-ce que la maladie professionnelle, comment on peut les déclarer, qui les déclare, qu'est-ce qu'un tableau de maladie professionnelle, est capable de lire un tableau, les définitions du harcèlement.
moral, sexuel, qu'est-ce qu'un agissement sexiste, hein. On voit des fois des plaintes pour harcèlement, alors qu'il s'avère que lorsqu'il y a la médiation qui se met en place, on n'était pas du tout dans un cas de harcèlement. Si on peut éviter ça, tant mieux. Donc, de toute façon, aujourd'hui, avec le harcèlement sexuel et agissement sexiste, il y a une obligation d'affichage, hein, de transmission d'informations, des peines qui peuvent être encourues, notamment l'article 222-3 du Code pénal, entre autres. Donc voilà, donc je pense qu'on peut quand même intégrer pas mal de sujets sans que ça devienne une formation qui dure 2 jours, hein. Ce sont des formations qui peuvent se faire en 2 heures, en 3 heures, selon la taille de l'entreprise. Mais je pense qu'il est vraiment primordial de prendre ce temps-là. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai en tant que conseiller et en tant que formateur maintenant et consultant, on se rend bien compte que énormément de collectivités d'administration ou de structures d'entreprises privées ne les ont pas forcément mises en place. Ou alors, il y a l'accueil sécurité, c'est-à-dire il y a un livret d'accueil sécurité, mais on sait très bien que le livret sera peut-être lu par 10%, 15, 20, et on ne s'assure pas forcément que ça a été bien pris en compte par les futurs collègues. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un élément incontournable pour assurer la pérennité et surtout la transversalité au niveau de la communication à ce sujet en matière de prévention des risques professionnels. Euh, il y a beaucoup à gagner et pourtant avec un investissement moindre. Hein, c'est pas comme acheter vraiment du matériel avec un coût faramineux. Là, on est vraiment dans la mise en place interne. Alors, ça peut être mis en place, vous pouvez vous faire aider par des organismes comme nous, par exemple. Ça peut être le contenu, la rédaction du contenu du livret d'accueil. Voilà. Après, c'est à vous de former et d'informer lors du recrutement. Vous pouvez aussi faire appel à notre service ou à des services d'autres organismes, pourquoi pas aussi, hein. Mais pour vous aider aussi à former vos collaborateurs, si vraiment vous avez beaucoup, beaucoup de collaborateurs et pas forcément les moyens humains sur place pour pouvoir réaliser ce type de formation. Voilà, j'ai essayé d'être clair, j'ai essayé d'être un peu rapide pour que vous puissiez, si vous avez des questions, qu'on puisse tenter d'y répondre au mieux. Merci pour votre écoute. Et puis, on est tout oui. Super, bah merci beaucoup Guillaume. Donc maintenant, si vous avez des questions, comme vous le propose Guillaume, on peut en profiter. Il nous reste un petit quart d'heure pour répondre à toutes les questions qui pourraient vous passer par la tête. Donc soit vous pouvez me les écrire sur le petit onglet discussion, soit ouvrir votre micro et puis la poser directement. N'hésitez pas. Et pour moi, c'est bon. Ouais. Personne avait de questions. Quelles étaient vos attentes par rapport à ce webinaire et sur l'accueil sécurité? Est-ce que c'est ce que vous imaginiez? Est-ce que je sais que Madame Piotrowski avait sans doute quelques questions puisqu'elle elle est en pleine restructuration. Non, c'est bon pour moi. Vous avez répondu à toutes mes questions en fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout en place. D'accord. Je pense que je vais faire des supports aussi visuels pour pouvoir présenter tout ça aux nouveaux collaborateurs. Mais voilà, j'ai le principal des renseignements que je souhaitais avoir. Il y a un point important que vous venez de souligner. Certaines entreprises utilisent, certains ont développé justement l'affichage télévisuel dans les halls d'accueil et utilisent aussi ces outils-là pour diffuser, pareil, de l'information en santé au travail, des flash infos. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Tout ce qui est visuel, de toute façon, l'être humain aime tout ce qui est visuel, kinesthésique. On retient beaucoup, beaucoup que le simple écrit. Effectivement, il faut que ce soit assez ludique, il faut que ce soit amené de manière assez ludique et pédagogique ou anthropogogique, si on parle de la pédagogie des adultes. Voilà. Moi, j'ai une question à poser. Je suis Zoraï Dorsaf, Société Batrap. Oui. Est-ce qu'on a aussi une obligation de savoir si le collaborateur a bien compris ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il y a une obligation de faire une évaluation, un test de compréhension?
Voilà. Très bonne question. Alors, très bonne question. Vous n'avez pas. Alors, il y a deux choses. Oui, vous avez une obligation de vous assurer que le collaborateur a bien compris ce que vous lui avez transmis. Après, il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'outils réglementaires précisés. Après, à vous de mettre les outils nécessaires pour vous assurer que le collaborateur a bien compris. Alors, je sais qu'il y en a qui sont signés. Moi, je sais que nous, on le faisait quand je travaillais dans une grosse collectivité territoriale, où on faisait signer, c'est-à-dire que tout ce qui était transmis lors de l'intégration, on s'assurait, vous avez bien compris, vous êtes sûr, voilà. Mais on aurait pu aller plus loin. Ce que vous dites, c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'en interne, on pourrait très bien faire un mini questionnaire, comme ce qu'on fait nous en fin de formation pour tester les compétences acquises des stagiaires. Effectivement, un petit questionnaire pour s'assurer que le salarié a bien compris quel était l'intérêt, qu'est-ce que la santé au travail, qu'est-ce que la prévention des risques, le respect des procédures de travail, le respect du corps des EPI, parce que ça aussi, des fois, on a des problématiques. Donc oui, c'est très, très pertinent. Votre question est très pertinente. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais… Oui, merci. Alors, Guillaume, j'ai une autre question. Est-ce qu'on peut reprocher à l'entreprise de réaliser l'accueil sécurité sous une semaine après l'arrivée d'un nouvel arrivant, du coup? Alors, très, très bonne question. Je vais répondre réglementairement parlant. Je ne vais pas donner mon avis personnel, je vais le donner après. Réglementairement parlant, il n'y a pas de délai, d'accord? Il précise qu'il faut que ce soit fait, voilà, que ce soit fait dans les délais les plus adaptés. Le seul délai qui est vraiment précisé, c'est pour le secourisme, la partie secouriste, c'est-à-dire rappeler les règles protéger, alerter, secourir, les numéros d'urgence, qui sont formés en sauveteurs secouristes au travail, etc., etc. Donc là, il y a un mois pour le faire. Pour les autres thématiques, plutôt c'est fait, mieux c'est. Plutôt c'est fait, mieux c'est. Parce que pourquoi plutôt c'est fait, mieux c'est? Parce que ça permet de décrire au-delà de la fiche de poste qui est du travail prescrit, là on décrit au maximum la réalité du terrain et ça permet même de filtrer lors de l'embauche. Parce qu'il y a des collaborateurs, peut-être ça va pas forcément, ils vont peut-être pas être à l'aise à travailler avec des chaussures de sécurité ou les gants ou travailler sous hotte aspirante, etc. Donc ça permet aussi d'une certaine manière, ça rentre dans les conditions de recrutement. Donc plus tôt c'est fait, pour moi, mieux c'est. Après, le Code du travail ne dit pas qu'il faut que ce soit fait du jour au lendemain. Non, il faut que ce soit fait dans tous les cas. Une semaine, ça reste correct. Donc, il n'y a rien qui impose à l'entreprise de Non. le faire sous une semaine. D'une façon logique, c'est mieux de le faire le plus tôt possible, mais on ne peut pas revenir. Tout à fait. Tout à fait. Contre, si c'est fait un mois après, c'est peut-être un peu tard ou enfin, il n'y a rien qui le précise vraiment, quoi. Il n'y a rien qui le précise clairement, mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, oui, ça risque d'être tard. Parce que normalement, l'employeur est censé s'assurer des bonnes compétences physiques et mentales des salariés au poste de travail. À part s'il y a un accompagnement et que la personne est tutorée pendant un mois, ça c'est autre chose. Mais si elle n'est pas tutorée, qu'elle prend son poste dès demain, ah oui, il faut s'assurer réellement qu'elle a vraiment ces compétences-là, qu'elle a bien compris que les procédures, ces procédures-là sont à respecter, que le règlement intérieur est à respecter, que le port des EPI est obligatoire, parce qu'on se retrouve dans des situations où le port des EPI devient presque aléatoire dans certains cas. Je ne parle pas dans toutes les entreprises, mais il y a certains collaborateurs qui prennent ça à la légère. Donc là, effectivement, c'est pour ça, plus tôt ce sera fait, et plus tôt les employeurs seront effectivement, en tout cas, protégés s'il y avait accident et grave, hein, plus ou moins grave. Après, c'est une question de dosage. Hein. Est-ce qu'il y a eu manquement délibéré par l'employeur, ou là, c'est vraiment la pire des situations, ou est-ce que c'est juste de l'imprudence, hein, ou de la maladresse? D'accord. Donc, plutôt c'est fait, mieux c'est. Moi, j'ai encore une question. Oui. C'est Dorsaf Zoraï encore. Vous parlez après une absence de 21 jours, il faut refaire un accueil sécurité. Alors, c'est à la demande du… Ouais. C'est sur demande du médecin du travail? Oui, c'est le médecin. Là, il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment le médecin qui fait la demande ou pas. Mais à votre avis, ce serait par rapport à quoi? Qu'est-ce qui serait passé en 21 jours? En 21 jours, moi, je pense que c'est surtout par rapport à la pathologie.
D'accord. C'est-à-dire que s'il y a une pathologie qui est non négligeable, de toute façon, le médecin est censé s'assurer que le collaborateur est bien apte physiquement et mentalement à reprendre ce poste-là. Et ça permet de bien filtrer et d'être sûr que les aménagements sont bien. Il peut y avoir des besoins d'aménagement temporaire, par exemple. Ah, d'accord, d'accord. Ça permet de faire une piqûre de rappel à ce niveau-là. Voilà. D'accord, mais ce n'est pas une obligation? Non, ce n'est pas une obligation. Non, c'est à la demande du médecin. Ok. Mais c'est le médecin qui évalue s'il y a nécessité ou pas. D'accord, mais ça serait surtout par rapport à l'aspect physique. Ouais, c'est ça. Qui lui Physique constate physique ou mental, hein. Physique ou mental, parce que ça peut être un arrêt de travail. Ça peut être un arrêt de travail pour, je sais pas, je ne vais pas dire un burn-out, parce que 21 jours, c'est rare qu'on s'arrête 21 jours pour un burn-out, mais pour une petite dépression, par exemple. D'accord, d'accord. Ok. Alors, et dans ce cas-là, il faut tout reprendre ou partiellement? Non, ce sera en fonction. Non, on est plus sur l'exécution des tâches. On sera plus sur le travail, plus que sur la partie secourisme et incendie. D'accord. Donc, peut-être que le médecin de travail indique les points à développer. C'est son rôle. C'est son rôle, d'ailleurs. D'accord. C'est son rôle. Ok. D'accord. Moi, je le faisais en systématique. Ce petit, voilà, une autre piqûre de rappel, voilà, sur l'accueil sécurisé. C'est très bien. Je dis toujours, qui peut le plus, peut le moins. Et ça, en plus, en santé au travail, ça ne coûte quasiment rien. Autant des fois, c'est vrai il y a des actions qui coûtent cher parce que c'est du matériel qu'on doit acheter, parce que c'est une restructuration, parce qu'il faut peut-être recruter quelqu'un. Mais là, on est vraiment dans… Quand c'est mis en place, ça tourne tout seul et ça devient même normal. Il y a des pays, les pays du Nord, ils fonctionnent, mais c'est logique. Ça veut dire que chacun sait quelle place il a en matière de prévention des risques. Et tout le monde est plus ou moins acteur, en fait. Tout le monde devient acteur de la prévention dans l'entreprise. D'accord. C'est très bien. C'est peut-être une façon de considérer aussi ses collaborateurs. Tout à fait. Mais c'est exactement ça. Ça répond à la reconnaissance du travail. Tout à fait, Jonathan. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte même avec le rapport Black de 2011, qui est un gros rapport sur les risques psychosociaux, que la reconnaissance au travail du collaborateur, qui ne passe pas que par le salaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça en fait partie, bien sûr, ça fait partie de ça. D'accord. Merci. C'est moi. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Il n'y avait pas de questions écrites, Jonathan, parce que j'ai vu que ça… Mais j'en ai encore une autre. Le droit de retrait, vous n'en parlez pas. Ce n'est pas une obligation aussi. Bon, vous parlez du danger grave et imminent, mais le droit d'alerte et de retrait. Donc, ça reprend ce chapitre-là. Le droit de retrait découle du danger grave et imminent. D'accord. Bon, voilà. Et les droits d'alerte, pareil. Le droit d'alerte et le droit de retrait découlent du danger grave et imminent. Par contre, une chose dont je n'ai pas parlé, enfin, j'en ai parlé un petit peu, ce qui peut être aussi intégré à cette formation à l'embauche, c'est le droit d'alerte à la santé publique aussi. Quand on est une installation classée, vous générez des polluants, ce n'est peut-être pas le cas, mais les salariés doivent aussi connaître leurs droits d'alerte à la santé publique dans le cas où il y aurait des dysfonctionnements majeurs. D'accord. Ok, merci. C'est moi. Bon, je n'ai pas de questions écrites pour le moment. D'accord. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions ou si Guillaume, tu veux rajouter quelque chose. Sinon, on va pouvoir mettre fin à la présentation.